Listo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros. Hoy estamos a 18 de febrero del 2021. Agradezco inmensamente a la profesora Luz, estoy embolatado, ¿sí? Después, la profesora Lina María González hoy. En el chat les acabo de enviar la información que nos dice así. Vamos a ver que nos dé el correo. Bueno, dame un segundo que nos... Bonjour. Isabella, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Fernando. Ahora sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Rivera. Muchas gracias por estar acá. Apreciados participantes desde el programa Multilingüe. Saludamos a la profesora Lina González en la tarde de hoy y le agradecemos a todos ustedes por estar en este conversatorio como fomento de las lenguas europeas. Al final del mismo, les solicitamos expresar sus comentarios en el siguiente enlace, los cuales nos servirán para evaluar esta estrategia y seguir fomentando las lenguas en nuestra ciudad y país. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Allí encuentro el enlace. Les sugiero que la profesora va a estar muy ocupada dinamizando, que algunos de ustedes, en lo posible, a medida que van llegando, puedan después de las 6:30 replicar este enlace para que todos podamos evaluar el evento de hoy. Mi hijo, deje cerradito, sí. Tú puedes silenciar, Lina, a los participantes. Solamente activamos el audio cuando lo necesitemos. Les solicito que después de las 6:30 alguno repita en el chat, por favor, para que le ayudemos a la docente el enlace para evaluar el evento del día de hoy. Este evento en francés se hace una vez en el mes, así que aprovechemos este gran evento que nos organizó Lina. Es completamente gratuito y es adscrito al programa Multilingüe. A todos, muchísimas gracias. Sin importar el vínculo que tenemos en la universidad, están bienvenidos a practicar el francés. Un abrazo grande, profesora, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, eres muy amable. Entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias, Javier, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tema que me gusta mucho. On va parler en français, du coup. Oui, on parle en français que en français, ça va? S'il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre, vous me faites savoir, hein, d'accord? Parce qu'on est beaucoup, on est 36 participants. Je suis bien contente, bienvenue aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Voilà. Ok, il y a d'autres gens qui se connectent. Ok. Donc, aujourd'hui, on va essayer pendant 1h30 de parler, de discuter autour du sujet immigration et diversité. C'est un sujet qui est énorme, oui, c'est un sujet, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais au moins, on va faire une petite révision de tout ce que cette signification, de tout ce que ce mot comprend. On va essayer de donner nos opinions, d'accord, par rapport à certains sujets. Et on va lire certaines citations, on va voir certaines positions, oui, postulats des gens qui en ont parlé, d'accord? Donc, je vous souhaite voilà, une agréable soirée. Soyez bien réactifs, s'il vous plaît. Donc, posez les questions, s'il vous plaît, participez, ok? Donc, vous levez votre petite main et vous participez. Je préfère que vous parliez 2 ou 3 en même temps et qu'on choisisse qui va parler que parler toute seule et avoir le silence parce que c'est un peu triste. Donc, soyez bien réactifs. Allez-y, même si on se croise, ce n'est pas grave, d'accord? On est là pour ça. On est là pour pratiquer. On est là pour essayer de mettre... de mettre un peu de parole ici. Alors, tout d'abord, je vais vous partager quelques questions que j'ai à vous poser pour commencer notre sujet. D'accord? Donc, mes questions. Donc,
voici les premières questions que j'ai pour vous. Alors, mes questions sont les suivantes. Donc, tout d'abord, avez-vous vécu dans un pays étranger? Oui, vous pouvez en parler. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes parti y vivre dans ce pays, comment vous vous y êtes senti. Alors, vos ressentis par rapport à ce vécu. Alors, est-ce que vous connaissez, si vous n'êtes jamais parti, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit parti de Colombie, de chez vous, de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, oui, qui est parti dans un autre pays pour y vivre? Et à la fin, on va répondre à la question pourquoi immigre-t-on? Quelles sont les raisons qui font qu'on immigre? D'accord? Alors, donc, je répète, pourquoi êtes-vous parti y vivre? J'aimerais bien que quelqu'un nous réponde à cette question. Je vais arrêter de partager parce que je préfère voir mes participants et comme ça, je peux désigner quelqu'un pour discuter. Un volontaire, tout d'abord, pour nous répondre. Avez-vous vécu dans un pays étranger? Moi, s'il vous plaît. Vous allez là, allez-y. Bonsoir à tous. Et je connais une femme et l'histoire de cette femme est très curieuse pour moi parce qu'il a parti en Europe pour travail. D'abord, il a connu un homme et il a tombé amoureux. Et il a laissé tout en Colombie, sa famille, ses filles, ses enfants, ses travail. Elle a laissé tout et elle a commencé une nouvelle vie en Europe avec son amour. Mais est curieux pour moi parce que cet homme a tombé amoureux d'autres femmes et a quitté cette femme. Et alors, elle est seule aujourd'hui. Elle a retourné en Colombie très triste. Ok. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... Natalia, tu peux silencier ton micro, excusez-moi. Ay, lo siento, I'm so... Désolé. C'est pas grave, merci. Et aujourd'hui, cette femme est très triste et vive seule et il cherche aujourd'hui son amour de sa vie. Ok, très bien, merci beaucoup. Vous alliez là. Super. Alors voilà, une facette de l'immigration qui est bien connue, oui. Alors, quelqu'un d'autre qui veut nous partager aussi? Ça peut... Daniel? Oui, bonsoir. Moi, j'ai vécu pendant 1 an en France en tant qu'assistant de langue étrangère espagnole. Donc, j'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Vannes, dans la région Bretagne. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout petit. Un petit peu. Et ouais. Donc, voilà, j'y ai vécu pendant 1 année et j'étais très content en fait. Je ne voulais pas retourner en Colombie, mais bon, les démarches de visa et tout ça, c'est compliqué, donc j'ai dû retourner. Et puis voilà, mais j'étais super content. Tu étais très content. Tu t'es bien senti dans ce rôle d'enseignant, dans ce rôle d'habitant de cette ville? Tu as trouvé ta place? Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ma place, je pense. Et en plus, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé de la France et d'Europe en général, c'est la facilité de voyager parce que tu peux partir n'importe où et bon marché parce que tu achètes des billets, des trains, d'avions, c'est facile.
Donc, ouais, je ne sais pas, c'était une vie que j'ai toujours souhaité parce que j'adore voyager. Et voir que c'était possible, que je travaillais, que j'avais mon argent, que je pouvais voyager, c'était magnifique pour moi. Ok. Et tu n'étais jamais mal senti, c'est-à-dire tu n'as jamais eu de mauvaises expériences, tout était bon pour toi. Oui, en général, bon, il y avait bien sûr le cliché des Colombiens avec la drogue. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire face. Mais en général, ils étaient bien accueillants. Euh, j'ai complètement effacé de ma vie le cliché des Français qui étaient méchants, disons, qui n'étaient pas gentils. Pour moi, c'est pas vrai parce que ce que j'ai vécu avec eux, c'était complètement différent. Mhm, d'accord. Oui, c'est super alors. Bah, c'est magnifique. Il y a différents types de processus d'immigration. Donc, bon, le tien, ce n'était pas vraiment une immigration, je pense, mais tu aurais pu Ouais. en faire une. Tu voulais en faire une. C'est génial. Ok, merci beaucoup. C'est une belle expérience. Alors, Maria Clara, elle a levé la main et j'ai vu que quelqu'un d'autre aussi, mais il a baissé sa main. Mais Maria Euh, Clara, tu peux y aller. oui, oui. Et moi aussi, j'ai vécu en France pendant un an parce que j'ai fait mon dernière année d'ingénierie là-bas. Mais je pense que même si j'ai passé un an là-bas, je ne parlais pas le français comme je voudrais le parler. Et je ne sais pas si c'est une immigration, ça compte comme une immigration. Une immigration, alors c'est quand on veut ou quand on a l'intention de s'y installer, d'accord? Partir de son pays pour s'y installer. Alors là, c'était plutôt une période où tu t'es installé pendant une période de temps. Alors ça peut compter, mais c'est plutôt quand on veut faire sa vie dans ce pays ou dans cet endroit, d'accord? Donc oui, mais bon, tu as voyagé. Alors, C'est bon. José David, merci beaucoup Clara. Merci à vous. José David, tu peux nous donner ta réponse. Vous Oui, pouvez. salut, bonjour, bonsoir à tous. Donc, alors, moi, je suis voyagé avec ma femme en fait en France. On s'est installé, on a vécu là-bas 6 ans à peu près en fait. On a vécu les premiers 3 ans à Lyon où j'ai fait ma thèse en fait en physique. Donc, je suis parti avec une bourse de l'université de Lyon en physique et nucléaire, en fait, des particules. Et donc, j'ai fait ma thèse là-bas et je suis parti, en fait, pour faire ma thèse, pas peut-être pour m'installer là-bas, mais M'y bon. installer, oui. Ouais, donc je suis resté 3 ans à Lyon et après je suis déménagé en fait dans un petit village à côté de Genève qui s'appelle Saint-Genis-Pouilly. Donc je suis vécu là-bas à peu près 3 ans aussi. Donc voilà, c'était une très belle expérience en général. Donc, dans 6 ans, vous comprenez qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais à peu près tout c'était très bien. J'ai fait en fait beaucoup d'amis français et bon, c'était une belle expérience. Pour toi, c'était plutôt une belle expérience. Et tu as Excusez-moi. ressenti, oui. J'ai une question pour qui était en train de parler. J'ai une question pour lui. Oui, vas-y. Il écoute, je pense, parce que José David, tu nous écoutes. Ouais, ça s'est coupé un peu, mais maintenant j'entends bien. Ah, d'accord. Et je voudrais savoir, après la thèse, est-ce que c'est facile de trouver un boulot, oui, un travail? Pas trop, hein. Ça dépend en fait.
Ça dépend en fait de la spécialité. Mais en France, je pense qu'il y a beaucoup des opportunités en fait. Donc, c'est pas très facile, mais c'est pas impossible non plus. Donc, je pense que en général, on peut y trouver. Ça peut prendre du temps, mais ça dépend en général de la spécialité. Donc, par exemple, pour ma spécialité, c'était, je crois, un peu plus difficile de trouver un travail stable. Donc, normalement, dans ma spécialité, on trouve des travails que ça dure 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais plus que ça, c'est un peu difficile dans notre spécialité. Dans des autres spécialités comme la... Quoi, je ne sais pas en fait. Hein, par exemple, les langues. Je pense que c'est plus simple. Facile, c'est plus simple. Ouais, mais Merci, bon. David. Ouais. Oui, alors voilà, pour Rosé David comme pour Maria Clara, c'est une belle expérience et pour certains, c'est magnifique. Donc, vos raisons étaient professionnelles, vos raisons pour partir dans un autre pays étaient professionnelles, vous y étiez épanoui, donc c'est magnifique. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on immigre. Oui, c'est une immigration pour avoir une meilleure qualité de vie au niveau professionnel. Mais quelles sont d'autres raisons que vous connaissez pour immigrer? On ne va plus parler de voyage, mais là, on va parler d'immigration quand on va s'installer dans un autre pays. Alors, pourquoi immigre-t-on? Pourquoi immigre-t-on? Pourquoi nous, les personnes, vous immigrons? Nous connaissons, nous sommes colombiens, nous connaissons bien le sujet de l'immigration. Nous avons tous un membre de notre famille ou de notre communauté qui a immigré. Pourquoi immigre-t-on dans le monde? On va faire un brainstorming, on dit comme ça en français aussi. Oui, alors, de pourquoi immigre-t-on? Alors, qui voudrait participer? Je ne vois pas de petites mains. Moi? Oui, David? Je dirais, oui, que principalement, les personnes émigrent parce qu'elles cherchent à améliorer sa qualité de vie. Et c'est principalement la raison que je trouve que les personnes immigrent. Et pour étudier, bien sûr, étudier et pour travailler. Améliorer leur qualité de vie, étudier, travailler. On immigre pour ça. Oui. D'autres raisons? Quelqu'un d'autre? Pourquoi immigre-t-on? Par exemple, à cause de la guerre, dans les pays les plus frappés pour la guerre, les gens immigrent aux pays qui sont proches pour éviter les problèmes. Exactement, tout à fait. Donc, à cause de la violence, à cause des guerres, oui. D'autres raisons. Donnez-moi des exemples. Est-ce que vous avez des exemples de ce type d'immigration? Immigration professionnelle pour étudier, pour améliorer sa qualité de vie et à cause de la guerre, à cause de la violence. Alors, est-ce que vous avez des exemples précis, s'il vous plaît? Salut, moi je peux vous présenter un exemple à cause, et principalement avec ma famille qui maintenant habite au Québec, principalement à la ville de Québec, la capitale. Donc, ma grand-mère, il y a quand même 10 ans, et avec mon grand-père aussi habite là-bas à cause de la guerre, parce que dans les villages où ils sont habités ici en la Colombie, mais c'était très compliqué la situation. Et donc, ils ont décidé de partir du pays. Et malheureusement, mais maintenant, ils sont mieux qu'ici, là, parce que ils sont améliorés beaucoup sa qualité de vie.
maintenant, ils parlent autre langue, comme le français, puis aussi l'anglais. Donc, oui, c'est ça l'exemple que j'ai pour vous. Oui, tout à fait. Alors, César, est-ce que toi, tu voudrais aussi t'y installer? Mais oui, pourquoi pas. J'ai déjà visité le Canada, donc, mais c'est très beau, mais la vie c'est plus tranquille qu'ici. Si on fait si on compare comme Medellín, c'est très différent. mais c'est aussi, il y a beaucoup de choses que je sais qu'on va manquer d'ici de la Colombie. Je le sais parce que j'ai habité déjà une année là-bas. Donc, il y a des choses Tu as un qui petit manquent. accent canadien, oui. Ah, ok. C'est bien. Merci. C'est bien. Ok, oui, je comprends. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous manquent, évidemment, oui. Et c'est ça qui est dur. Ce sont les conséquences aussi parce qu'une immigration, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Oui, un petit accent québécois, ce qui est très bien. Alors, donc, ça peut avoir beaucoup de bénéfices, mais ça a aussi beaucoup des conséquences, d'accord? Ça a aussi beaucoup de conséquences, un processus d'immigration psychologiquement. Adriana, est-ce que tu veux participer? Excusez-moi, j'ai une idée. Bonsoir. Oui. Bonsoir, j'ai une cousine, elle vit en la France, spécifiquement, elle est danseuse, elle vit en la France parce que en la France, les artistes ont de l'importance pour le gouvernement français. En la Colombie, est très différent. Les artistes vivent un salaire minimum en des conditions difficiles, très difficiles. Elle a raison. Elle a raison. Tu trouves qu'elle a raison? Yeah. Oui, je comprends. Tu trouves qu'elle a raison. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi on immigre. Ce sont les raisons pour lesquelles on immigre. Alors, d'autres exemples d'immigration à cause de la guerre, par exemple. Nous avons l'Afrique, nous avons aussi les pays de l'Est. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples de ces pays? Quelqu'un connaît? Oui, je pense que peut-être à cause des raisons politiques, et quand dans un pays il y a par exemple un dictateur, et beaucoup de gens décident d'émigrer. Décident d'émigrer. Tel est le cas de, par exemple, un pays africain que vous connaissiez. Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, Juan Camilo. Donc, pendant mon séjour aux États-Unis, j'ai partagé avec des personnes qui viennent de l'Afrique. D'entre eux, il y avait une femme qui venait de Soudan du Sud. Et je dirais pas que c'est un problème, mais la situation avec le Soudan, c'est qu'après la division du pays, le Sud est majoritairement musulman, tant que le Nord est chrétien. Et il y a une persécution par rapport aux musulmans. Donc, elle a dû migrer. Elle n'a pas migré, c'est une migration forcée. Donc, elle est maintenant réfugiée aux États-Unis. Et comme ça, j'ai connu plein de personnes qui ont laissé leur pays pour des raisons sociales et politiques et aussi la guerre. Exactement, pour des raisons sociales et politiques. Par exemple, exactement. Merci beaucoup, Juan Camilo, c'était ça, oui. Merci beaucoup. Alors, Natalia, allez-y. Vous m'excusez, j'aimerais bien donner la parole à tout le monde. Malheureusement, je ne vois pas qui c'est qui a levé la main d'abord, alors vous m'excusez. Donc, vas-y, Natalia. Bonsoir. Je m'excuse pour ce qui s'est passé il y a quelque temps avec le microphone.
Non, ce n'est pas grave du tout, c'est bon, c'est normal, on a l'habitude. Sur le temps, je crois que certaines personnes migrent pour aider aussi. Je pense que c'est l'une des plus belles raisons de quitter le pays pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Par exemple, faire des bénéfices dans notre pays pour aider différents groupes sociaux, je crois. Des personnes qui travaillent dans des ONG aussi, tu parles Oui. de ça, par Oui. exemple, oui, il y a des courageux qui font ça, qui vont dans des pays en guerre pour aider les autres, c'est vrai. Oui. On oublie ça, on oublie, on parle des conflits, on parle de guerre, mais on oublie C'est le plus l'autre belle. côté, c'est vrai. Merci Natalia. Alors, Javier? Oui. Oui. Bon, d'abord, je pense que c'est compliqué, n'importe pas quel est par exemple, les motifs pour partir de la Colombie, soit pour faire des études, soit pour des raisons politiques, des conflits. Par exemple, j'habitais pendant une année à Genève. Et j'ai connu certaines situations, surtout des personnes qui viennent de la partie de la Palestine. Et il y a des conflits entre l'autre pays que c'est l'Israël. Bon, on peut... Ya no se salieron. ¿Ah? Ah, bueno, listo. Pouvez-vous... oui. Il y a quelqu'un qui... Non, vas-y, ça y est. Bon, c'est ça que c'est compliqué parce qu'on écoute des versions des deux côtés. Par exemple, les pays des Balkans, c'est qui vient de la Serbie, c'est qui vient de la Croatie, et c'est qui vient de l'Albanie. Et c'est compliqué parce qu'on trouve qu'il y a des différentes versions. Et on écoute, mais on ne peut pas dire, bon, c'est pour ça, c'est pour ça. Et les processus psychologiques, c'est totalement différent, à mon avis. Tout à fait. Donc, il y a des conséquences psychologique aussi d'une immigration. Évidemment, d'une immigration forcée, d'une immigration... C'est différent, chaque cas est différent. On va en parler aussi tout à l'heure. Bon. Donc, vous m'avez donné, Elisa, si tu as un exemple très brièvement. Bien, je m'attends. Je m'attends. Voilà. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend. D'accord. Moi, je t'entends. Oui, je pense que les personnes qui voudraient migrer, c'est parce que ils voudraient aller en cherchant nouvelles opportunités. Et bon, par exemple, je connais des livres, un écrivain qui s'appelle Alonso, je ne me rappelle pas, mais bon, il a voyagé à la France parce qu'il est afro-colombien. Et là-bas, il pouvait étudier et faire beaucoup de choses. Et il a écrit là-bas son livre. En France. Oui. OK. Non, moi, je ne connais pas Elisa. Mais si quelqu'un d'autre connaît, vous pouvez faire des commentaires là-dessus. D'accord. J'ai une question sur le chat. Alors, c'est une question intéressante auquel je ne peux pas répondre. L'esclavage peut-il également être conçu comme un genre d'immigration? L'esclavage peut-il également être conçu comme une immigration? Malheureusement, je n'ai pas assez étudié le sujet à ce point de précision, oui, mais je pense que à l'époque de l'esclavage, oui, c'était tout à fait un type d'immigration. Ça serait l'immigration forcée, oui, tout à fait, voilà. Justement, oui, Isabelle, tu veux parler ou... Alors, si vous avez déjà parlé, vous pouvez baisser vos mains, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon...
Esperen un segundito que se me perdió mi cursor porque no, mi sensor no quiere funcionar. Mi computador no lo encuentro. Bon, je vais vous lire les autres questions alors. Por Dios, ¿qué pasó? Alors, excusez-moi. No sé, se me bloqueó mi computador. Bon, je vais vous lire les questions parce que je n'arrive pas. Oui. Ah là, c'est bon. Oui. Alors, donc, là. Donc, on va définir, on va essayer de parler de définition. On va essayer de faire la définition entre nous, de créer. Oui, on va parler de ça. Là, on va arriver à une conclusion sur immigrer, un grand challenge psychologique et pourquoi. Pourquoi on dit que c'est un processus psychologique qui est très lourd. On va essayer tout d'abord de faire des définitions. D'accord? S'il vous plaît, éteignez vos micros. Una cédula con un duplicado. Je ne peux pas. Yo quiero reclamarla. Je ne sais pas qui parle. Isabel Cano. Listo para que vaya. Y empiece a echarse cosas ahí para que... Là. Alors, donc, qu'est-ce qu'un titre de séjour? Qu'est-ce qu'un immigrant? Bon, on en a déjà parlé, mais on peut redéfinir aussi. Qu'est-ce qu'un apatride, un réfugié? Quelle est la différence entre un réfugié et un exilé? Bon, ce n'est pas moi qui vais faire les définitions. On va essayer de les faire tous ensemble, si on les connaît, si on ne les connaît pas. D'accord? Alors, vous prenez note, on va parler de ça, du processus psychologique après. Quelles sont les conséquences de ce type d'immigration ou de cette... tout d'abord, on va les définir, de ces formes d'immigration. OK? Alors, titre de séjour, quelqu'un veut-il participer? Apatride, réfugié, exilé. Je vais arrêter les pages. Donc, Natalia, tu as levé la main, vas-y. Ou Daniel. Oui, un titre de séjour. D'après ce que je comprends, parce que c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est, disons, le statut que tu as quand tu es, par exemple, en France. S'il te donne un titre de séjour étudiant, donc ça va être, tu as un statut d'étudiant en France, donc ça sera par un certain temps. Et même chose, si tu travailles là-bas, donc tu auras un titre de séjour de travailleur, ce qui te permettra d'y travailler, de recevoir le salaire, bien évidemment, et d'avoir la sécurité sociale, etc., etc. Donc, je pense que c'est le statut que tu auras dans un pays qui n'est pas le tien. Voilà, c'est l'autorisation de séjour et vous avez plusieurs types de titres de séjour. Si tout le monde a compris, je pense. Mais, Natalia, tu voulais dire quelque chose? Non. Marie-Clara? Oui. Je pense que c'est seulement quand on va rester plus que 3 mois. Je ne sais pas si plus de 3 mois. Ça dépend des pays, mais en général, nous parlons en général un titre de séjour. C'est Stéphania. Si tu peux parler, parce qu'on essaye de parler, je n'arrive pas à suivre le chat et la conversation en même temps. Je suis un peu... Donc, parlez, s'il vous plaît, levez votre main. Et comme ça, tout le monde vous entend aussi. Oui. Voilà, c'est comme un permis de résidence. Tout à fait, c'est de l'autorisation que nous avons pour résider dans un pays pendant plus de 3 mois, puisque moins de 3 mois, nous serions des touristes. Oui.
Et presque dans tous les pays, c'est comme ça, mais peut-être pas dans tous les pays, évidemment. Alors, mais ça m'intéresse plus de savoir qu'est-ce qu'un apatride. Alors, quelqu'un peut-il nous expliquer ce que c'est qu'un apatride, par exemple, pour trouver notre terminologie? Oui, c'est Stéphanie? Oui, salut. Bon, un apatride, c'est une personne qui n'est pas un pays, qui ne peut dire qui est, par exemple, qui est colombienne, qui est française. Et c'est une personne qui n'a pas de droit pour être dans un pays. Alors, cette personne ne peut pas aller à l'université ou avoir un appartement ou avoir, je ne sais que, beaucoup de choses. Je crois ça. Il n'a pas d'accès à ses droits? Oui. À ses droits, lesquels droits? Politique, droit politique. Aux droits humains. Oui, tout à fait. Alors, du coup, oui, pourquoi cette personne est apatride? Dani, pourquoi cette personne est apatride? Pourquoi une personne peut être apatride? Quelle est la raison? Quelqu'un veut-il répondre? Quelle est la raison pour laquelle une personne est apatride? Quelle peut être la raison? Non? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Par exemple, pendant mon séjour, j'ai vécu avec un garçon du Kenya, mais c'était le dernier mois de mon voyage était pendant les mois de début de la pandémie. Donc, le département d'État des États-Unis nous a dit d'accord, votre programme a fini, vous devez quitter le pays. Mais le problème, c'est qu'au Kenya, il n'y avait pas de procédure, donc sa famille elle a dû rester aux États-Unis et il a perdu tous ses droits. Il a été fiché par le gouvernement parce qu'il a dépassé le temps de séjour dans ces pays-là. Donc, il n'a pas accès aux santé. Et bien, si la santé aux États-Unis est mauvaise, il n'a pas de droit d'étudier l'avant. Et donc, elle ne peut pas rien faire. C'est très compliqué. Mais je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a des raisons là. Mais cette personne n'a pas pu rentrer au Kenya. Pourquoi? Donc, on ne sait pas. Quand la pandémie a commencé, notre programme est finissé. Donc, vous savez que tous les aéroports et toutes les frontières ont été fermés. C'était pendant le mois de mars et 2020. Okay. Donc, il y avait des vols de répatriation, mais quand elle disait qu'elle allait entrer en Kenya, il n'y avait pas de mesures sanitaires. Donc, il y avait des personnes qui ont entré, ont commis des suicides et ce type de choses parce que les conditions sanitaires ont été terribles. Ok, j'ai compris maintenant. Merci, mon Camilo. Oui, donc là, ce sont des raisons, oui, des raisons un peu particulières, mais il y a aussi d'autres raisons. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait qu'une personne soit apatride, à part le cas que Juan Camilo vient d'expliquer? Une autre raison très importante, très connue. Alors, quelqu'un sait-il peut nous parler de ça? On peut dire que c'est la dictature d'un pays, non? Oui, par exemple. Par exemple, il y a un pays africain qui s'appelle l'Érythrée, où le service militaire c'est obligatoire et on sait quand il commence, mais on ne sait pas quand il va finir. Et normalement, les gens de ce pays sont obligés de partir, de le quitter. Et il arrive surtout à l'Italie parce que c'est un pays qui est italophone et un petit peu il parle trilingue.
Mais aussi, ils viennent à la Suisse, viennent à la France, viennent aux différents pays. Et normalement, il n'y a pas un statut migratoire. Et il ne peut pas dire je suis érythréen parce qu'il y a des passeports, il n'y a pas de documents. Je peux dire que c'est ça. Oui, voilà, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne, ça me choque beaucoup parce que c'est vrai, comme tu dis, voilà l'exemple dont je voulais aussi parler. C'est ça, c'est la condition des apatrides. Voilà, donc on est forcé de quitter notre pays ou le pays parce que par des raisons politiques. Parfois, c'est un type de torture. C'est un type de torture. Oui, les Dreamers sont un exemple aussi, mon Camilo, oui, évidemment. Donc, la condition d'apatride, quand on t'enlève les documents de ton pays, c'est un type de torture. Tu pars dans un autre pays et tu n'as pas non plus droit, tu n'as pas des droits ni dans ton pays, ni dans d'autres pays. Alors, tu es complètement à la merci des associations, de quelqu'un qui veut te donner à manger. Donc, c'est aussi un type d'immigration c'est le plus compliqué, je pense. Oui. Alors, voilà. Donc, est-ce que vous avez un autre commentaire sur ça? Alors, un exil. Qu'est-ce qu'est un exil ou qu'est-ce qu'un exilé? Qui peut nous expliquer un petit peu aussi? Ça a des ressemblances avec le mot apatride, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'un exilé? Quelqu'un peut-il nous donner une... Et on finit là avec cette discussion. Non? Quelqu'un peut nous apporter quelque chose par rapport à l'exil? Natalia? Oui, salut à tous. Alors, je crois qu'une personne exiliée, c'est une personne qui a fait vote contre son pays ou des raisons politiques, il doit quitter son pays pour son sécurité. Je crois que c'est ça. Pour sa sécurité. Ah oui, pour sa sécurité. Oui, voilà, tout à fait. OK. Alors, je vais vous montrer une citation que j'ai trouvée, d'accord? Et si quelqu'un d'autre veut parler, levez la main parce que je ne vous vois pas tous, d'accord? Nous allons la lire, nous allons en discuter. Vous allez commenter cette citation. Vous allez me dire ce que vous comprenez. Oui. Alors, attendez-moi une seconde, s'il vous plaît, parce que... Une seconde, excusez-moi. C'est que mon ordi, il est très lent aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Voilà. Alors, ça charge. On va regarder la définition et on va voir. S'il vous plaît, si vous écrivez sur le chat, je préfère que vous parliez parce que je n'arrive pas à vous suivre. Je n'arrive pas à suivre le chat et le... D'accord? Parce que je n'arriverai pas à suivre le chat et ça. Alors, on va regarder et on va regarder la citation aussi. Vous entendez? Oui. Ouais.
Voilà donc notre citation. C'est un exilé n'a plus d'amis et ce malheur est bien plus cruel que l'exil. Donc là, on a une citation qui n'est pas tout à fait éloignée de l'immigration, oui, parce qu'on a tous, on connaît tous quelles sont les conséquences des immigrations. Donc là, c'est une des conséquences, oui. Je répète, un exilé n'a plus d'amis et ce malheur est bien plus cruel que l'exil. D'accord? Alors, est-ce que vous voulez bien la lire, réfléchir? Ça nous fait réfléchir à cette histoire des conséquences psychologiques d'une immigration. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les conséquences psychologiques d'une immigration? Vous pouvez aussi nous donner des exemples. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais arrêter de partager ça. Je répète, un exilé n'a plus d'amis et ce malheur est bien plus cruel que l'exil. Il y a Alejandra qui recommande le film Le Terminal réalisé par Steven. OK. Maintenant, on tiendra compte. Alors, des commentaires sur la citation ou alors des réponses à cette question. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les conséquences psychologiques d'une immigration? Vous connaissez tous ces personnes qui ont immigré. Psychologiques, je parle plutôt des conséquences dans nos têtes. Je pense qu'être éloigné de la famille est très difficile. Et par exemple, si ton père ou ta mère tombe malade et tu ne peux pas revenir jamais ou le plus possible, c'est difficile pour la personne. Oui, par exemple, être éloigné, ne pas pouvoir rentrer très vite. Alors, ça, c'est une des conséquences. Oui. Quelles sont d'autres conséquences sur le plan psychologique? Pardon. Là, c'est Juan Camilo qui parle. Non, je crois que je vais laisser l'autre personne après ça. OK, d'accord. César. Alors, je crois que la solitude, c'est ça difficile de partager quand on est dans notre pays. Et c'est ça que j'ai vu avec ma famille, principalement avec ma grand-mère, parce que pour elle, c'est difficile de parler, donc, et ça nous ramène à ne pas avoir des amis, pas trop des amis. Donc, avant, elle ici avait beaucoup d'amis en Colombie, donc elle a senti toute la solitude. Et ça, c'est difficile de parler n'importe quelle personne qui a vécu cette étape de sa vie. C'est tellement dur. Voilà, ça peut avoir même des conséquences, oui, sur le plan de la santé mentale de quelqu'un ou la santé même physique. Oui, je comprends ça. Javier, Juan Camilo et ensuite Javier. Oui. Parce que Juan Camilo avait levé la main, merci. Je crois on peut observer aussi un haut niveau de stress. Est-ce que comme ça se dit en français? Stress? Le stress, la tension, oui. Le stress, la tension par rapport, par exemple, les personnes qui ne parlent pas la langue du pays où ils vont voyager. Ça, c'est très compliqué, mais il y a aussi des problèmes psychologiques qui ont des effets physiques, comme par exemple, personnes qui ne s'adaptent pas à la nourriture, donc ils vont avoir des problèmes avec leur tummy. Je ne sais pas comment ça se dit. Le système digestif. Le système digestif, merci. Mais oui, je crois que c'est... Oui, donc il y a beaucoup de changements et tu peux avoir... moi-même, pour l'avoir vécu, je sais que j'ai vécu pendant 10 ans en France, oui, dans une ville qui s'appelle Bordeaux. Et j'avais des problèmes, des chutes des cheveux à cause du stress, parce qu'on devait parler français tout le temps. Donc, à la fin, tu es fatigué,
aussi, l'hiver est très compliqué. Beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. En plus, au début, c'est difficile d'avoir des amis. Voilà. Alors, Javier, tu peux y aller, s'il te plaît. Et bon, je pense aussi qu'il y a des barrières culturelles qui, au début, c'est pas facile de tomber. Et par exemple, quand quelqu'un l'a dit, la nourriture, mais aussi, je pense que c'est de s'habituer à la culture du pays au niveau des horaires. Et par exemple, la Suisse est un pays qui toujours c'est à l'heure. Et si on sort une minute après ou si on arrive une minute après, et c'est pas poli. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer à ça. Et en Europe, il y a des gens qui sont pas mal de fois, ils sont trop froids. Et il y a des cercles qui sont trop fermés. Et au début, c'est compliqué d'entrer. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer. Et ça peut devenir dans un stress, dans un cadre psychologique et émotionnel compliqué. Et pour parler des façons de langue, et par exemple, je parle beaucoup de la Suisse. Il y a 4 régions linguistiques. C'est le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Et c'est un pays si petit. Et on dit, bon, c'est compliqué de s'habituer. On ne peut pas marcher. Parce que si je ne parle pas allemand, je ne peux pas aller à Zurich. Mais si je ne parle pas italien, je ne peux pas aller au Tessin. Bon, c'est ça. Pour s'adapter, oui, ça prend du temps, ça va être très, très difficile et on doit se sentir un peu tout seul, oui, dans cette situation. Moi, je sais pas, Sarah, tu as levé la main ou tu ne l'as pas baissée? Sarah, tu peux y aller, mais j'aurais une question. Bonsoir. Et avant que Sarah nous parle, j'aimerais bien demander à Lusadila, parce que tu as raconté une histoire qui me semble très intéressante. Alors, si jamais tu connais les conséquences psychologiques que cela a eu pour ton ami, si tu peux nous raconter un petit peu, si jamais ça nous intéresse. Oui, Sarah, vas-y. Et je crois également que la solitude peut être un très gros problème. Et depuis son arrivée, la personne n'a pas d'amis, ne reçoit aucun type de contact physique. Et aussi, les différents climats peuvent faire que la personne se sent que la personne a des changements d'humeur soudains. Voilà, tout à fait. Diana? Oui, j'habite à Montréal depuis 3 ans et je trouve que l'immigration c'est un processus très, très complexe, mais ça dépend de la personnalité quelque chose, ça peut devenir compliqué ou ça peut devenir une opportunité d'amélioration. Et au niveau psychologique, je trouve, je n'ai pas encore vécu ça, je ne sens pas ça, mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent que dans certains temps, on ne sait pas d'où on est. Par exemple, on est ici et on dit, il me manque quelque chose de la Colombie, moi j'aimerais ça. Bon, on est en Colombie et on est, oh non, au Canada, je voulais ça. Et on n'est pas à l'aise dans les deux côtés. Et alors, j'entends que les gens disent, je ne sais pas si je suis d'ici ou de là. Ça, c'est comme, je crois qu'on dirait peut-être comme une perte d'identité, peut-être. Qu'on est comme, je ne sais pas comment dire. C'est intéressant comme conséquence. Oui, ça provoque. Comme désubiqué. Oui. Ok. Là, c'est comme une espèce de perte d'identité ou alors tu gagnes une nouvelle identité de citoyen du monde. C'est plutôt, on peut le voir comme ça, citoyen du monde, tu deviens un autre type de citoyen, tu as un autre point de vue de tout ça. Est-ce que vous habitez pour beaucoup, je vois que vous êtes dans d'autres pays,
Alors, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Alors, au bout d'un moment, oui, je ne pense pas que ce soit une perte d'identité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Mediana. Super intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? On perd notre identité, on gagne notre identité. Qu'est-ce que c'est être citoyen du monde? Vous avez des expériences? Alors. Je ne sais pas. Mais non, je crois que c'est plus une opportunité. Mais au début, c'est très, très difficile. Et on expérimente beaucoup comme la frustration. Peut-être si on imaginait qu'on venait au pays, qu'on allait trouver quelque chose, mais on trouve que les choses sont très différentes. Et on dit, oh mon Dieu, pourquoi je suis là? Mais après, on commence à s'adapter. Je pense qu'au début, il y a beaucoup de sentiments qui sont c'est comme bouleversés. Mais quand on commence à s'adapter, il y a beaucoup d'avantages parce qu'on s'adapte. Par exemple, ici, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et j'ai aussi l'opportunité d'aller en Colombie. Si je ne pourrais pas aller en Colombie, je crois que ce serait une autre chose. Oui. Mais on a l'opportunité aussi de profiter les choses bonnes d'ici et les choses bonnes de la Colombie, par exemple. Oui, oui, je te comprends. Alors, il y a Juan Camilo qui fait aussi un commentaire. Super intéressant, Juan Camilo. Est-ce que tu peux peut-être nous élargir un petit peu, si tu veux? Dans la communication interculturelle, on l'appelle une troisième culture. Intéressant, je ne connaissais pas ce terme de troisième culture. Je suis allée du côté du citoyen du monde, mais citoyen du monde, c'est plutôt autre chose. C'est quand oui. On a la possibilité de se déplacer au-delà de frontières. Alors, du coup, José David, et après, nous a dit là. Et on passe à autre chose après. Alors, donc moi, je ne connais pas les mots exacts, quoi, comme le terme. Mais en fait, je crois que ce n'est pas une perte d'identité. C'est plutôt un changement, quoi. C'est une évolution. Donc, je pense que ça aide à évoluer les façons qu'on voit les choses, les façons qu'on comprend les choses, les façons qu'on se mêle avec les gens. Et après avoir une deuxième ou une troisième langue, ça nous aide aussi d'élargir nos frontières mentales, quoi. Donc, voilà. OK. Merci, José David. Je suis d'accord avec toi. Nous Adiela? À mon avis, je ne vais jamais comprendre les difficultés pour l'immigration parce que je voudrais aller en France quelques jours. Et à mon ami, je suis une personne, Lina Marcela, comment se dire en français, intelligence émotionnelle. De l'intelligence émotionnelle. Donc, Ouais, tu sais gérer tes émotions. Oui, je pense, à mon avis, je suis une personne avec beaucoup d'intelligence émotionnelle et je voudrais aller en France quelques jours pour attendre les jours de ma mort. Ah, alors tu as un plan bien précis, bien défini. C'est bien. Ben, il y a des personnes qui sont très fortes, qui ont immigré. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui vivent toutes seules et qui sont fortes, qui ont une psychologie bien costaud et qui vivent toutes seules aussi et qui arrivent à vivre bien et à bien gérer une migration. Donc, il y a deux côtés. Il peut y avoir des conséquences pendant une période et après, on devient fort et on continue. Bon, Camilo, oui, c'est intéressant. Une troisième culture. Oui, je voudrais ajouter seulement que dans ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'esprit interculturel. Donc, quand une personne habite pendant plusieurs années dans un pays étranger ou dans une culture différente, il y a certains changements dans les connexions mentales, je sais pas. Mentales. Parce que vous devez adapter votre vie à votre cerveau à un nouvel endroit qui peut être totalement différent.
Et quand vous revenez dans votre pays d'origine, et il y a des choses qui vous manquent, mais si vous rencontrez, par exemple, je me souviens pas le nom de la personne qui a dit qu'elle avait été à Montréal, mais vous allez vous sentir plus à l'aise avec des personnes qui ont vécu la même expérience. Et c'est parce que vous êtes colombien, mais vous avez adapté toute une autre part, une autre culture dans votre vie, dans votre esprit. Et par rapport à, je ne sais pas si c'était Lusadiela, elle a dit quelque chose que c'était très intéressant. L'auteur mentionne les moments d'os, a nose moment. Quand vous allez dans notre pays, par exemple, il cite l'exemple d'une femme japonaise qu'elle dit, elle avait un de ces moments quand elle est entrée dans la salle de bain de l'aéroport de Los Angeles. Elle a vu que les portes de la salle de bain ne couvraient pas totalement la salle de bain. Donc, elle se disait, mais pourquoi ça? Est-ce que comme ce genre de personnes peut faire ces toilettes? Et pour nous, ça, c'est totalement naturel. Mais cette petite accumulation de moments d'os peuvent mener à un choc culturel très profond. Donc, c'est ça que je voulais dire. Oui, je comprends pour avoir vécu des choses comme ça pour dire, mais comment c'est possible? Par exemple, quand j'habitais en France, il y avait des moments où beaucoup de gens fumaient au même endroit, dans la même salle. Mais beaucoup de gens fumaient dans la même salle. Tu ne voyais pas la personne en face et je désespérais. Je me disais, mais comment ça peut exister? Alors, merci beaucoup, Juan Camilo, parce que ça, osement, c'est intéressant. Alors, j'ai compris tout à fait ce type d'exemple. C'est intéressant. Alors, Daisy, tu vas nous dire quelque chose? Non, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, très bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un commentaire sur ce sujet de l'interculturalité. Bon, le sujet de l'immigration est très large, donc comme je vous ai dit, on va être patient. Bon, d'accord. Alors oui, avant, je vous parlais de Lusadiela, tu veux dire autre chose? Ou c'est parce que tu n'as pas baissé ta main? Non, excusez-moi. Ah, ok, ça marche. Alors du coup, je vais vous montrer aussi pendant 2 petites minutes une vidéo parce que je parlais avant de parler de l'interculturalité avec Camilo et tout ça, et avec vous. Je parlais avant d'être citoyen du monde. Est-ce que vous comprenez le terme être citoyen du monde? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que vous comprenez? Je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas parlé, Marco, Elisa, je ne sais pas, Monica. Si vous voulez participer, évidemment. Oui. Oui, Stéphanie. Stéphanie, vas-y. Ahí está en la reunión Maxito, que yo sé que es de más o menos de la época mía. Et je ne sais pas, excuse-moi, Andrés. Excusez-moi, prof. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui, vas-y, mon ami. Oui, bonsoir. Peut-être que le terme citoyen du monde, ça veut dire que quelqu'un n'a pas seulement l'identité culturelle propre, mais c'est si ouvert pour comprendre et comprendre la culture des autres. Et par exemple, si je ne me sens pas simplement colombien, mais aussi je peux habiter dans une autre culture et je me sens comme part de eux aussi. Oui, oui, par exemple, si ma culture est si grande que mon territoire, c'est le monde entier.
je crois que c'est une chose comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Juan-David. Bon, un autre commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que être citoyen du monde? Vous avez vécu à l'étranger. J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont vécu à l'étranger. Est-ce que vous vous sentez maintenant citoyen du monde après quelques années? Par exemple, au début, c'était Daniel? Quelqu'un d'autre qui m'a dit que vous avez vécu en Belgique ou en Suisse. Oui. Alors, est-ce que tu te sens citoyen du monde après avoir vécu beaucoup d'années dans un autre pays? Oui, je pense que oui, parce que comme plusieurs personnes ont dit, on commence à ouvrir l'esprit et je ne sais pas, à être plus ouvert aux différences. On commence à être plus, disons, patient avec les différences culturelles qui peuvent être très choquantes. Donc, je pense que oui, on est plus ouvert, on veut connaître beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, que vous voyagez une fois et vous voulez continuer, c'est comme des tatouages. Vous voulez continuer, connaître plusieurs choses. Moi, je cherche toujours à m'en aller de Colombie, à expérimenter des choses différentes. Donc, oui, je pense que oui. Oui, ok. Alors, on veut beaucoup. Je pense que vous qui êtes là, vous adorez les voyages et vous adorez aller vivre vraiment la culture dans notre pays, de vous installer au moins pendant un petit moment pour des études, pour des années, au moins pendant quelques temps. Qu'est-ce qui vous empêche, oui, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans un autre pays pour nous y installer? Parce que moi, je veux y aller, mais qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous comprenez ma question? L'argent. Oui, c'est ça. Voilà, un des facteurs. L'argent. L'argent nous empêche et il y a aussi d'autres choses, d'autres facteurs. Alors, l'argent, et parfois, vous avez beaucoup d'argent et vous ne pouvez quand même pas y aller. Qu'est-ce qui vous empêche, Diana? La famille, peut-être. Alors, le sentiment familial, vous pensez qu'on est trop sentimental? Puis le processus d'immigration dans quelques pays, c'est très compliqué. Voilà, le visage. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer une image. Justement, c'est une image et ensuite on va voir la vidéo. Tout d'abord, on va voir l'image. D'accord? Vous allez regarder. C'est très drôle, c'est très rigolo. Attendez-moi une petite seconde. Je vous cherche ça. Et c'est ça, c'est là. Excusez-moi. Voilà. J'ai trouvé. Donc, voilà. C'est une blague. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Il s'agit de quel pays? Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien? Qu'est-ce que le jeu de loi? Oui. Oui, quelqu'un veut me dire ce que c'est ou nous expliquer un petit peu ce que vous voyez? Je ne vous vois pas tous, alors parlez, allez-y. Alors, qui c'est qui voudrait? Oh là là, c'est compliqué avec Zoom, avec... Qu'est-ce que c'est la pincelée? Elle sent la pincelée. Qu'est-ce que c'est la pincelée? Voilà, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un le sait? Vous avez vécu en Suisse? Qui c'est qui a vécu en Suisse? Qu'est-ce que c'est la pincelée? Non, personne ne sait. Alors, c'est un type de fromage. C'est un peu comme le morbier ou alors c'est bien plus fort que le morbier. Ça sent énormément. Oui, c'est fort. C'est un fromage qui est assez fort. Si vous avez d'autres questions de vocabulaire, allez-y, posez-les. Je peux répondre parce que j'ai fait la petite recherche, évidemment, avant de le lire.
Ah oui, qu'est-ce que c'est ou c'est En alternative, ostentatoire. Qu'est-ce que c'est ostentatoire? C'est ostentatoire, c'est comme synonyme en espagnol ou oui. Oui. Ok. Oui. En espagnol, tu peux dire aussi le mot qui se ressemble. Et de zèle, c'est quand tu fais quelque chose avec beaucoup de ferveur, de passion, d'application. Alors, c'est-à-dire, là, c'est compliqué à comprendre, mais là, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une tenue, tu ne dois pas montrer de l'ostentation par rapport aux religions ou par rapport aux classes sociales, oui. Donc, il ne faut pas montrer comment on dit, de représentation très forte par rapport à une zèle, à une ferveur précise que tu appartiens à un groupe précis, que ce soit religieux ou autre. D'accord? Bonsoir, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est ressortissante, je ne comprends pas. Une ressortissante, alors voilà les vocabulaire de l'immigration. Donc, une ressortissante ou un ressortissant, c'est une personne qui est d'origine de ces pays. D'accord? Par exemple, quand on arrive à l'aéroport, si vous avez voyagé en France ou au Canada ou à l'étranger, voilà, les pays francophones, en tout cas, c'est ressortissant européen autre. Alors, du coup, ressortissant européen, c'est-à-dire les personnes qui ont une origine, un document européen, ou alors autre. D'accord? Donc, un ressortissant, c'est le terme. Pardon, c'est une manière de dire une personne d'origine ou qui a le document, qui a toutes ces choses-là. C'est ça. Qui vient de tel pays ou qui vient de tel endroit. C'est un ressortissant. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que c'est NEM? Est-ce que quelqu'un connaît le terme non-entrée en matière? Non-entrée en matière. Vous connaissez ce terme non-entrée en matière? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Quelqu'un connaît? Non. La non-entrée en matière, c'est la réponse qu'on vous donne quand vous êtes refusé d'asile. Vous demandez l'asile d'un pays et vous êtes refusé. On ne vous dit pas refusé, mais vous êtes non entré en matière. D'accord? Alors, après, vous allez chercher parce que quand vous aurez plus de temps, parce que sinon, mais je voulais chercher pour vous ici aussi. Oups. Bon, Appenzell, non. Et moi, voilà. Non entrée en matière, je voulais chercher au cas où on ne connaissait pas. On ne connaisse pas. D'accord? Donc, on va dire non, et vous allez retourner dans vos pays. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. On va vous mettre de retour dans l'avion. D'accord? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de... Je vais arrêter là. Vous avez pu regarder. Excusez-moi. Alors, voilà. Le visa, l'argent, ce sont des facteurs qui vous empêchent d'aller vivre dans un autre pays. Très bien. Alors, du coup, j'ai une dernière question. D'accord? C'est par rapport au terme frontière. D'accord? Alors, donc, ma question, c'est... Attendez, excusez-moi. Voilà. À quoi servent les frontières aujourd'hui? Tout le monde connaît la définition du terme frontière. Mais ma question, c'est à quoi servent les frontières aujourd'hui? Les frontières devraient-elles exister selon vous? Alors, dites-moi. Mais ce n'est pas fini, mon David. C'est à 7h30 qu'on finit. Alors,
Dernière question. C'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est difficile. L'immigration, c'est un sujet qui est très, très large, je vous ai dit, mais on essaye de discuter. Alors, qu'est-ce que les frontières, Juan Camilo, vas-y. Ah, pardon, prof, quelle est la question? Désolé. À quoi servent les frontières et est-ce que les frontières devraient exister? Je crois que, je sais pas, c'est mon point de vue. Ne me jugez pas. Mais je crois que les frontières répondent à le besoin humain de faire des différences, de classifier, de marquer notre territoire. Je crois que c'est quelque chose qui est très s'insérer dans notre esprit parce que ça c'est aussi une question de biologie. Par exemple, quand il y avait des différents tribus humains, par exemple en Afrique, de groupes humains, et ils différenciaient leur espace aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tracer un million d'années dans le passé. On a peut-être évolué, non? Et ça a évolué dans la manière qu'on a créé ça qu'un auteur américain appelle le mythe de la démocratie et le mythe de la politique. L'être humain est capable de créer ou mener à la vie réelle quelque chose qui est seulement dans notre esprit. Si on regarde, les frontières politiques n'existaient pas en réalité. Ça est seulement dans nos esprits. Et on pourrait dire, mais non, ça existait dans le livre, dans la Constitution, blablabla. Mais réellement, ça n'existait pas. C'est seulement une construction qu'on fait, mais qui a des effets dans la vie de tout le monde. Donc, je ne sais pas si ça sert à quelque chose aujourd'hui, mais ça existe. Je ne les aime pas du tout, spécialement quand ils sont des frontières dures. Quand on a une frontière, je ne sais pas, douce, soft, comme par exemple les frontières de l'Union européenne, on pourrait se demander, mais pourquoi l'Union européenne n'a pas de frontière soft ou douce avec le Moyen-Orient? Donc, ce sont des questions intéressantes qu'on peut se poser. Ce sont des questions politiques. Alors, j'ai Juan qui fait un commentaire, mais Juan, est-ce que tu peux nous faire le commentaire ici pour tchatcher, bavarder ici? Comme ça, c'est plus intéressant. Parce que tu as mis des commentaires intéressants. Mais alors, Natalia, vas-y. Oui. Alors, je suis d'accord avec le camarade qui vient de parler. Moi, je crois que les frontières existent principalement pour la nécessité de contrôler les citoyens. C'est mieux contrôler un petit groupe qu'un groupe plus grand. Alors, je crois que c'est la principale raison. Et on dirait pourquoi des frontières aujourd'hui si on vit dans un monde globalisé. Oui, c'est ça. Oui, je t'ai compris, Natalia. Je me posais la même question. Alors, si on peut vendre partout nos produits et les produits des autres, les Européens, ici on achète H&M, voilà, là-bas ils achètent nos produits, le Cambodge ils produisent pour toute la Chine, voilà. Alors, pourquoi si il y a une globalisation pour le marché, eh ben, on ne peut pas circuler librement. La libre circulation, moi je revendique. Ça, parfois, je me pose la question. Alors, Juan, est-ce que tu voudrais bien parler, Juan, du sujet? Parce que Juan, il fait un commentaire ici. Il nous dit, les frontières nationales sont des seuils politico-territoriaux administrés par les États nationaux qui définissent les zones de contact et participent aux significations. Aux frontières, les relations socio-culturelles se forment. Oh là là, c'est un peu long, Juan. Alors, si tu veux nous expliquer, on veut bien t'écouter. Carole, vas-y, par rapport à notre question. Bonsoir à tous. Bon, aussi, je crois que c'est vrai que Allô? Vous entendez Carole ou vous ne m'entendez pas?
Non plus. Moi non plus. Non. Carole, il y a ton micro ou alors il y a quelque chose avec l'audio qui ne marche pas. Et j'ai un petit commentaire. Oui, César. Je crois que c'est une chose aussi d'ego des personnes et des pays. Pour dire la comment on dit en français? Souveraineté des territoires. Pour dire, c'est comme faire une clôture de ta maison, une clôture de ton chalet, je sais pas. Et donc, pour dire, cet espace, cet endroit, c'est à moi. Donc, tu peux pas marcher ici. Donc, je pense que aussi les frontières, ça sert pour ça. Se sont construits, se sont, je sais pas, dessinés pour dire c'est à moi, c'est pas toi, donc tu dois rester de ton côté parce que ici j'ai déjà fait toutes les lois, toutes les normes. Donc je sais que tu vas pas oh. Excuse-moi. C'est pas grave. Je sais que tu vas pas être à l'aise avec moi dans mon territoire, donc je dois privatiser cet endroit. Mais aujourd'hui, c'est plus global. Quelques pays font ce thème plus fort que les autres, comme l'Union européenne et Latine-Amérique, c'est très différent. Mais c'est ça que je vois, c'est comme de l'ego. De l'ego, ce que j'ai compris, c'est que tu veux dire, c'est une manière, une forme de discrimination. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, je t'ai compris. Ça peut être Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est les frontières? C'est une forme de discrimination ou alors c'est une protection pour nos territoires? Quelqu'un d'autre qui veut nous parler de ça? Je veux parler. Oui, Stéphania. Je crois que les frontières sont nécessaires. Je fais l'association avec la maison. La maison appartient à soi-même et on ne voulait pas que quelques personnes rentraient et faisaient ce qu'ils voulaient. Et si une personne rentre dans notre maison, nous voulions que ces personnes suivent certaines règles qui sont d'accord à notre préférence ou notre culture. Et c'est la même logique pour les pays. Et beaucoup de problèmes de l'immigration existent. Bien de là, oui. De la migration forcée, pas volontaire, où les personnes ne veulent pas s'adapter aux cultures du pays de résidence. Je crois que les frontières sont nécessaires. Et je crois qu'il peut être aussi discriminatoire quand les conditions pour entrer dans les territoires sont très fortes, comme très restrictives, ou non pas en raison logique, mais en raison xénophobique. Oh, oui, c'est ça. On commence à peine la discussion. Là, c'est très intéressant, Stéphanie. Tout à fait. Je veux dire quelque chose, prof. Oui. Oui, il y a Daniel qui a levé sa main, mais vas-y, Juan David, et ensuite Daniel, tu nous permets. Vas-y, Daniel, et ensuite Juan David. Et Sylvia aussi, il a un commentaire intéressant, Sylvia. Daniel, vas-y. Ah oui, donc je voulais ajouter une petite chose par rapport à ce que je ne me rappelle pas son nom, je crois que c'était César, qui a dit que les frontières étaient un peu discriminatoires. En fait, je pense que oui, parce que c'est pas normal que pour quelques pays, les règles des frontières soient plus strictes que pour d'autres, pardon. Et c'est pas normal, c'est discriminatoire et on le ressent comme Colombien. En tant que Colombien, c'est pas facile de
voyager. Bon, ça a changé un peu, mais quand même, c'est un peu plus difficile que pour d'autres personnes qui ont un passeport canadien, je sais pas, français. Mais je ne suis pas trop d'accord avec l'affirmation que les frontières soient nécessaires. Parce que, bon, il y a par exemple l'Union européenne qui ont des frontières ouvertes et je ne vois pas vraiment beaucoup de problèmes. En fait, c'est par rapport, parce que c'est complexe, c'est par rapport aux conditions de vie que les personnes vont respecter, disons, ils vont aimer leur pays, ils ne voudront pas voyager et tout simplement rester dans un autre pays avec une frontière ouverte si tu as de bonnes conditions. C'est simplement une manière plus facile disons, de visiter les autres pays, mais ça serait un peu plus compliqué pour nous parce qu'on a des conditions un peu plus complexes. Donc, on voudrait bien évidemment, si on a des frontières ouvertes, on voudra simplement s'enfuir. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais je pense que sans frontières, ça serait aussi possible de bien habiter un pays et de faire respecter les règles aussi. D'accord. Ah, Luzadiela, je n'ai pas compris exactement ton commentaire, mais tu peux nous expliquer tout à l'heure. Après, Juan David, tu voulais dire quelque chose? Pour finir très brièvement, Juan David et peut-être Luzadiela. Oui? Ah, on ne t'entend pas. Je ne sais pas, ton micro a été... Oui. Ok, pardon. Tu m'entends? Là, moi, je t'entends. Je ne sais pas si les autres... D'accord. Ok, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les pays ou les nations sont en invention et oui, je crois que l'importance des frontières, c'est la souveraineté, comme quelqu'un a dit, et c'est de contrôler, d'avoir une manière de reconnaître l'espace qu'on habite. Mais c'est une invention historique et le pays et ses frontières et un but pour une raison politique et historique. Mais je crois que chaque pays a beaucoup de frontières et à l'intérieur. Et par exemple, en Colombie, je crois qu'on n'est pas vraiment un seul pays. On a beaucoup de nations, on a beaucoup d'identités, mais pendant l'histoire, on a construit notre pays et on est en train de construire notre identité, mais ce n'est pas assez simple de dire qu'on a une seule identité et que le pays se peut définir. Et oui, simplement. Oui, je crois que... Est-ce que tu penses qu'on respecte notre diversité? Est-ce que tu penses que nous, on respecte notre diversité et que les pays respectent notre diversité? Non, c'est difficile de dire ça parce qu'il y a beaucoup de discrimination pour la diversité qu'on a dans notre pays. Oui, alors je crois que si c'est difficile, au même pays, imagine pour la diversité mondiale. Oui, on est en train de construire oui, le respect et d'intégrer les autres dans une ville, par exemple. Et alors, oui, je crois que les frontières sont simplement
ou simplement non, c'est complexe. C'est complexe, mais son intention, oui. Oui, alors oui, c'est un sujet qui est, comme je vous ai dit, très large. On a parlé un petit peu d'immigration, on n'a pas beaucoup parlé de diversité parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, oui. Mais en tout cas, c'était bien intéressant d'entendre vos histoires, vos expériences. Alors, Natalia, tu voulais dire brièvement quelque chose? César, j'ai vu que tu as allumé ton micro aussi avant de partir, avant de vous dire au revoir. Oui. Oui. Je voudrais ajouter un petit commentaire sur ce que notre camarade vient de dire. Et c'est de la diversité culturelle qu'on a dans notre propre pays. Moi, je suis née à Tolima, mais je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi, je dis, en Colombie parce que j'ai vécu dans plusieurs villages. Et ce que je viens d'apprendre, c'est de prendre le meilleur de chaque culture pour être une meilleure personne, pour aider aux autres. Et n'oubliez pas d'où on vient. Je crois que c'est ça. On apprend beaucoup sur son propre pays. Toujours aimer notre identité. Ben, merci beaucoup à vous. Alors, Loussadila, j'aurais bien voulu entendre Loussadila un petit peu. Une seconde partie, oui, pour la diversité, parce que c'est un sujet super intéressant. Vas-y, Loussadila. Oui, je vous partager un lien avec une chanson en français à propos de l'immigration. À propos de la diversité, merci. Pour moi, la discrimination est très ridicule pour moi. La discrimination, c'est très ridicule pour moi. Je ne supporte pas une personne avec la discrimination. À mon avis, les frontières sont nécessaires pour savoir on est colombien, on est brésilien, on est canadien, oui. Mais pour le mariage, pour l'amour, pour étudier, pour travailler, pour voyager, ce n'est pas nécessaire les frontières. C'est pas facile d'avoir un mari d'une autre culture. Je connais. Oui, oui. C'est compliqué. Donc, je suis une personne, comment se dire, querer un mundo perfecto. Oui, avoir, vivre dans le meilleur du monde. D'avoir l'envie d'un monde meilleur toujours. D'avoir l'envie de, tengo ganas. J'ai envie de. J'ai envie de. Oui, merci beaucoup, Loussadila. Oui, tu peux me partager, s'il te plaît, le lien. Comme ça, je vais regarder très posé ce soir. Je vais écouter. Je vous ai partagé aussi un lien que et je voudrais vous partager l'autre. On n'a pas eu le temps de regarder une vidéo que je voulais regarder avec vous, mais la prochaine fois peut-être. Mais la prochaine fois, on va parler d'un autre sujet qui est parce qu'on doit changer de sujet, sinon ça va être un peu la même chose tout le temps. C'est peut-on rire de tout? C'est intéressant aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, à des attentats ou alors à d'autres choses. Oui. Alors, je vous attends. J'espère que vous viendrez tous aussi. Enchantée de vous connaître. Je suis ravie que vous soyez tous restés jusqu'à la fin. C'est ma première fois. Alors, merci beaucoup, beaucoup, énormément. Je vous embrasse fort tous. Et je vous dis au revoir. Je vous laisse aller vous reposer. Si vous voulez rester discuter un petit peu plus. Sylvia, merci beaucoup, beaucoup pour tes commentaires. Juan Carlos, tout le monde, Stéphanie, Loussaïda, David, etc. Enchantée.
Et Est-ce voilà, que tu as dit qu'il y a une autre session? Pour le mois de mars, il y aura une autre session aussi de 6h à 7h30. Je ne me souviens pas exactement la date, mais vous allez recevoir l'invitation et vos professeurs vont vous le dire. Au mois de mars, ça s'appelle « Peut-on rire de tout ?» C'est par rapport à l'humour francophone. Lina, Oui? ¿es posible una sesión comment dire, pour recevoir le conseil de les autres migrants qui par cette expérience pour les personnes qui no son migrants et conseils sí. Pour des conseils. Peut-être qu'on peut organiser une 3e session au mois d'avril, parce que là, au mois de mars, on va parler d'humour francophone. Et au mois de mars, peut-être que si vous êtes intéressé par le sujet de l'immigration, je parlerai avec Ariel, qui est mon boss, et on va pouvoir rediscuter l'immigration parce que c'est un sujet qui est énorme et qui est très intéressant. Et on peut travailler peut-être en petit groupe pour avoir des conseils des personnes qui ont vécu dans d'autres pays. Comment ils ont fait pour apprendre la langue? Je suppose que tu parles de ça, c'est ça? Oui. Alors oui, on verra. On a peu de temps et beaucoup de travail. Alors, on va essayer, Claudia. Merci beaucoup. Je le note. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Également. Merci à bon tous. Appétit. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, Clara. À bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir. Merci et au revoir. Au revoir, Natalia. Tout le monde. Alors, 7 nouveaux messages. Oui, bien sûr, vous pouvez me demander, s'il vous plaît, remplissez bien l'évaluation. Oui, n'oubliez pas, c'est important pour moi. Oui, bien sûr. Et vous avez des questions? Juan Camilo. Ah, prof, oui, pardon. Je voulais seulement vous demander si vous êtes chercheuse dans ce sujet ou c'est seulement quelque chose qui vous intéresse. C'est seulement quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai vu que tu es un expert dans les sujets interculturels. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai été moi-même immigrante en France et que j'ai eu des très beaux moments, mais j'ai aussi eu un processus psychologique qui était très, très intéressant. On va dire, au début, c'était très difficile. Après, c'était magnifique. Et à la fin, c'était encore difficile. Donc, du coup, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je veux savoir ce que les autres qui ont vécu dans d'autres pays pensent, parce que je pensais que j'étais la seule et que je devenais folle, que je voulais absolument rentrer dans mon pays, mais c'était quelque chose qui était plus fort que moi. J'ai décidé, après avoir la possibilité de rester dans un pays comme la France, je ne suis pas arrivée à rester et j'ai décidé de rentrer définitivement dans mon pays. Ce qui a été très dur. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ce sujet. Est-ce que vous aimez la lecture en anglais? Parce que je sais les noms d'œuvres, mais ouais. Oui. Donc, je vais mettre sur le chat 2 œuvres qui sont... Donc là, c'est The Intercultural Mind, qui est très intéressant. Je vais enlever mon micro parce que j'ai fait toute la journée et ça me fait mal, mon casque. Bonne soirée, David. De Joseph. Pardon. Donc ça, c'est un bon livre que je suis en train de lire.
Et l'autre s'appelle Intercultural Communication in Context. Ça, c'est un livre, c'est comme la Bible de la communication interculturelle. Parce que bien que mon temps aux États-Unis était si court, seulement un an, et la particularité, c'est que j'ai vécu dans un même appartement avec personnes de 12 pays différents. Donc, ça m'a beaucoup impacté. Oui, c'est Cultural communication in context. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est l'autre. C'est excellent. Je vous recommande ces deux livres. Et aussi Sapiens. Je note. Hein? Je n'ai pas dit que je le lise très vite parce que j'ai énormément de travail, mais un jour. Oui. Et merci beaucoup. Bien sûr, prof. Et ça, c'est tout. Et merci beaucoup. J'aime beaucoup aimé ça. Je ne suis pas de l'université, mais je veux, comment on dit, los félicite. Merci beaucoup. Tu es de quelle université? Je suis de l'université de Caldas, à Manizales. Ok. Et tu habites où? À Manizales. Ok. Ah, génial. C'est génial. Je peux aller te rendre visite un jour. Ah ouais, bien sûr, prof. Je vais te montrer tout. D'accord. Merci beaucoup et au revoir, prof. Camilo. Je te remercie d'être venu. Alors, merci pour tes commentaires et pour tes conseils de lecture. Stéphania, merci beaucoup à toi. Tu as une question, Stéphanie? Non. Ah, bon, les prochaines semaines, c'est au même jour et à la même heure. Attends, parce que j'entends pas, parce que mon ordinateur, il fait l'enregistrement de Zoom et ça prend, je ne sais pas, il va. Et sur mon cellulaire. Stéphanie? Oui, nous nous sommes rencontrés dans la même heure et le même jour la semaine prochaine. Pour le conversatoire? Oui. Non, c'est au mois de mars. On va t'envoyer l'invitation pour le prochain conversatoire, on va dire. Oui. Et ça sera au mois de mars. D'accord? Ça sera sur l'humour. Peut-on rire de tout? C'est le sujet suivant. D'accord? Bon, merci, d'accord. Merci, Stéphanie. Tu recevras l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. C'est magnifique que vous soyez resté jusqu'à la fin. C'est gentil. Ok, prof, merci. Merci, Juan David. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir, César. À la prochaine.